Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se faire la preview de ce Tour de France 2026, on va un petit peu découvrir, redécouvrir le parcours, présenter les différents favoris pour le classement général, pour les différents maillots distinctifs, le maillot blanc, on verra avec les favoris pour le général bien sûr, mais le maillot vert, le maillot à pois, il y aura de beaux enjeux, la liste également des baroudeurs et je vous donnerai un petit peu mes pronostics. Voilà donc le programme de la vidéo. On va d'abord analyser un petit peu tout le parcours étape par étape à la loupe. On verra ensuite les adversaires de Pogacar. Est-ce qu'il va être battable ou est-ce que quelqu'un sera capable d'aller l'empêcher d'aller chercher son troisième tour consécutif, mais surtout revenir à hauteur des plus grands avec un cinquième Tour de France dans la poche. On verra un petit peu la bagarre des sprinteurs pour le maillot vert. Enfin, peut-être un vrai enjeu, une vraie bagarre pour le maillot à pois. Il y a pas mal de coureurs qui ambitionnent ce classement et qui ont dit qu'ils le ciblaient. Et on verra mes pronostics. Le tour qui commence samedi et qui ira jusqu'au 26 juillet. On se rappelle ce qui s'est passé l'année dernière. C'était cet homme, Pogacar, qui avait dominé totalement le tour. Plus de 4 minutes sur Jonas Vingegaard. Florian Lipovic avait lui pris la troisième place à plus de 11 minutes. Et derrière, des écarts assez impressionnants avec le dixième Jordan Gega à plus de 32 minutes. Jordan Gega qui a dit lui qu'il attendait qu'une chose, c'était que Pogacar attaque pour enfin monter à son tempo. Donc voilà un petit peu le top 10 de l'année dernière. Vous allez voir que cette année, il y a quand même un plateau assez incroyable. Je le disais, Pogacar qui a remporté les 2 dernières éditions en 2024, en 2025, mais c'est surtout depuis 2021 qu'on a les 2 mêmes gars aux 2 premières places. 2021 Pogacar devant Vingegaard, 2022-2023 Vingegaard devant Pogacar et les 2 dernières années Pogacar à nouveau devant Vingegaard. Et donc est-ce qu'on aura un nouveau vainqueur? Est-ce qu'on va avoir un troisième titre peut-être pour Vingegaard ou alors le cinquième pour Pogacar? On verra ça. Ça commencera donc samedi, on va regarder un petit peu les étapes les unes après les autres avec vraiment de très 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 belles petites étapes. C'est d'abord par les chiffres à évoquer. On aura 54 450 mètres de dénivelé sur ces 3 semaines de course pour un total de 3 333 km. C'est que des 3, c'est parfait. Un contre-la-montre par équipe, ça sera dès samedi à Barcelone. Vous allez voir un petit peu à quoi ressemblera ce contre-la-montre. On aura ensuite un contre-la-montre individuel, ça sera en tout début de troisième semaine, 8 étapes de montagne sur ce Tour de France, dont 5 arrivées au sommet et 184 coureurs qui prendront le départ. On va donc maintenant regarder les étapes à la loupe. La première, Barcelone-Barcelone, comme je l'ai dit, contre-la-montre par équipe, qui se déroulera dans les rues de Barcelone samedi. Ça sera un total de 19 km 600 à parcourir avec une particularité maintenant, on a les chronos par équipe où c'est le premier coureur sur lequel le temps est pris. On verra un petit peu les tactiques des différentes équipes. On a eu quelques petites infos il y a quelques semaines sur le Dauphiné, on en a vu aussi sur le Paris-Nice, mais c'est pas les mêmes équipes. Première partie plutôt tranquille et dans la deuxième partie, on aura deux difficultés. La côte de Montjuïc, 1 km à 5% et ensuite, ce sera la côte du stade olympique, l'arrivée qui sera jugée en haut de ces 800 mètres à 7%. C'est très punchy et on verra comment les différentes équipes vont lancer leur leader. La deuxième étape, de retour à Barcelone, départ de Tarragone, et on ira ensuite du côté Barcelone à nouveau avec un final en circuit. Final assez intéressant avec plusieurs bosses. La côte du château de Montjuïc, 1 km 600 à 9,3%. Et on aura également la montée du stade olympique où sera jugée l'arrivée finale. Très punchy pour cette deuxième étape. Parce que si un leader arrive à prendre le maillot jaune sur la première étape, est-ce qu'il va vouloir le laisser peut-être avec une échappée? C'est une possibilité d'avoir une échappée qui va loin sur cette étape, comme on l'avait eu notamment il y a 2 ans avec la victoire de Kevin Vauquelin qui s'est imposé en échappée dès le deuxième jour à Bologne. On pourrait donc avoir peut-être une belle petite échappée sur cette étape. Et la troisième étape est magnifique aussi. Le lundi, première arrivée sur le territoire français, on arrivera dans la station des Angles, dans les Pyrénées-Orientales, avec un début de course
plutôt tranquille. On aura ensuite un enchaînement de cols. Le col de Taucès, 9 km 300 à 6,5. Le col du Calvaire ensuite pour aller vers Font-Romeu et un final assez vallonné, assez périlleux pour l'arrivée du côté des Angles et ce kilomètre 700 au final à 6,5 de moyenne. Un final pour puncher et pour homme fort. Est-ce que pareil, les leaders vont laisser partir une échappée? Est-ce qu'on aura un nouveau changement de leader sur cette étape? C'est franchement une possibilité. En tout cas, c'est une étape très intéressante sur le papier. De même d'ailleurs que la quatrième entre Carcassonne et Foix, étape compliquée à juger puisque ça sera vallonné quand même, mais étape taillée pour les baroudeurs avec un col, le col de Montségur, 7 km à 6,6% qui sera quand même assez loin de l'arrivée et derrière après ce col, ça reste quand même assez vallonné pour arriver du côté de Foix. C'est une étape qui peut convenir à une échappée, une arrivée en petit comité, trop dur pour les sprinteurs, donc franchement, c'est une étape compliquée à juger, mais qui peut être vraiment magnifique. On peut avoir vraiment de très, très beaux paysages et surtout une très belle bagarre pour la victoire d'étape. Les sprinteurs seront contents du côté de Pau puisqu'il y aura une étape pour eux. Première arrivée normalement au sprint pour les sprinteurs. Arrivée à Pau, on en a l'habitude de voir des arrivées au sprint du côté de Pau. Et on verra qui sera le premier sprinter à s'imposer à Pau. On est habitué maintenant à venir à Pau puisqu'on y repartira le lendemain pour aller chercher la seule étape véritablement de montagne des Pyrénées, celle qui arrive aux Angles, mais celle-ci, c'est la seule vraie étape des Pyrénées, malheureusement, une seule étape cette année, avec les mythiques cols d'Aspin par Haro, le col du Tourmalet ensuite derrière par Sainte-Marie de Campan, la descente vers Lucin-Sauveur et le final piégeux vers Gavarnie-Gèdre, ascension de 18 km 700 mais à 3,7%, donc c'est très 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 roulant, il n'y a pas de gros pourcentage. On verra comment les favoris gèrent cette étape. Est-ce que ça va attaquer dans le Tourmalet? Est-ce qu'on va durcir la course dès l'Aspin pour essayer d'avoir une course vraiment très très dure? Franchement, cette étape peut être vraiment très très belle à suivre. En tout cas, ça sera magnifique au niveau paysage et au niveau suspense, ça risque d'être quelque chose avec ce col final hyper roulant. Attention, si un coureur est en difficulté, qui n'a pas d'équipier avec lui, il peut perdre beaucoup beaucoup de temps puisque ça va rouler très vite à mon avis dans la partie finale. La septième étape arrivée à Bordeaux. Là, c'est les sprinteurs qui seront contents. On s'en rappelle, hein, Bordeaux, c'est souvent une arrivée pour les sprinteurs. Des points importants pour le maillot vert. Cette année, le barème a changé sur les étapes de plaine. C'est 70 points désormais pour le vainqueur. Ça permettra, on le verra plus tard hein, quand on présentera les sprinteurs, mais d'avoir un sprinter qui joue le maillot vert et sans doute de ne pas voir Pogacar tenter d'aller chercher ce maillot. Nouvelle étape pour les sprinteurs, pareil entre Périgueux et Bergerac. Il me semble qu'on avait eu un peu la même étape il y a quelques années, ça devait être en 2017. Il me semble que c'était Marcel Kittel qui s'était imposé. Étape magnifique, mais taillée vraiment pour les sprinteurs. Peu de relief, des petites côtes par-ci par-là. Et je pense qu'on devrait avoir un contrôle des équipes de sprinteurs pour avoir un sprint massif dans les rues de Bergerac. La neuvième étape, elle est 100% pour les baroudeurs entre Malmort et Ussel, 185 km, où on va avoir plein de petites difficultés réparties tout au long de la course. Le Sucomé, on l'avait eu en 2020 avec la victoire de Marc Hirschi, c'était à Saran-Corrèze. On aura la côte de la Croix de Paix, le Mont Bessou dans le final, c'est 900 mètres à 7,3%, et un final avec plein de petites difficultés pas répertoriées. Magnifique étape pour les baroudeurs et attention à pas perdre de temps aussi sur ce genre d'étape. La dixième, on la connaît bien maintenant, hein, ce type d'étape. Ça sera pour commencer la deuxième semaine entre Aurillac et le Lioran. Ça va être encore magnifique. La côte de Paillerolles pour commencer. Le col de la Griffoul, le col de Pratbouc, côte de Murat, le puy marie Perol, col du Pertus et le col de Font-de-Serre. Forcément, ça va être très intense. On s'en rappelle de l'étape incroyable il y a 2 ans entre Pogacar et Vingegaard. Arrivé entre les deux au sprint au Lioran. Je pense encore avoir une très belle étape. Du dénivelé un petit peu caché, puisque on n'a pas l'impression qu'il y en a autant, mais il y a quand même pas mal de dénivelé sur ce genre d'étape et on aura de quoi se régaler. La 11e étape entre Vichy et Nevers, nouvelle arrivée pour les sprinteurs.
faire le plein vraiment de points avec un sprint intermédiaire qui est en début d'étape. Ça permettra, ensuite après peut-être de laisser partir une échappée, d'avoir une arrivée, au sprint. Arrivée au sprint encore sans doute le lendemain, autour, enfin départ du circuit de Nevers-Manicourt, arrivée à Chalon-sur-Saône. Elle est taillée, très clairement, pour les sprinters cette 13e étape et là on va avoir un enchaînement assez technique et compliqué pour nos amis les sprinters puisque étape entre Dole et Belfort. Le début d'étape est plutôt tranquille jusqu'à Mélisée au sprint intermédiaire, ou à Thibaut Pinot. Et ensuite, on enchaînera le col des Croix et le ballon d'Alsace, 9 km à quasiment 7%, avant d'aller basculer sur Belfort. Étape pour une belle échappée, je pense, qui peut se jouer cette gagne. M'étonnerait quand même que le peloton contrôle sur une étape comme ça. C'est parfait pour laisser partir une échappée. Encore une très belle étape le lendemain entre Mulhouse et le Marstein. Départ qui sera pas mal pour les sprinters puisqu'ils auront très rapidement le sprint intermédiaire. Et ensuite, on va enchaîner les difficultés, le grand ballon et ses 21 km 500. Le col du Page ensuite. On aura d'abord un premier passage sur la ligne d'arrivée au Markstein. On aura le col du Page, le ballon d'Alsace comme la veille. Et ensuite, pour terminer, le col du Hag, terrible, 7,3% de moyenne, mais il y a des passages vraiment très 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 durs. Ça peut être une superbe étape et la ligne d'arrivée sera 6 km après le sommet. Donc attention aussi si un coureur est en difficulté dans le col du Hag, que notre devant est très très fort, faire de très très gros écarts. Et on va monter encore crescendo avec une nouvelle très belle étape. Pareil, le sprint intermédiaire en début d'étape pour favoriser les sprinteurs. La côte des Rousses en début d'étape. Le Salève, le col de la Croisette, 4 km 600, 11,2%, c'est énorme. La côte du Mont ensuite et l'arrivée au plateau de Solaison comme il y a quelques semaines sur le Dauphiné. Isaac Del Toro s'est imposé sur ses 11 km 300 à 9%. Très, très grosse étape et ça peut faire des grosses différences déjà pour le classement général avant d'aller attaquer la troisième et dernière semaine qui commencera par un contre-la-montre individuel entre Évian et Thonon-les-Bains. 26 km, départ en montée, ensuite une belle petite descente et un final tout plat. Pour les rouleurs, on peut avoir de bons écarts aussi sur cette course avec la côte de Laringe, 9 km 700, 4,3%. C'est assez roulant quand même. Une descente un peu technique, mais pas non plus énormément. Et le final pour prendre de la vitesse et favoriser les gros rouleurs. On verra un petit peu les écarts entre les favoris. Arrivé à Voiron pour la 17e étape, qui peut être pour une échappée. Est-ce que les sprinters arriveront sur cette étape? Elle peut être assez dure quand même, cette étape, surtout si ça part très très fort. Donc on verra. Ça donne du côté de Voiron. Ça sera une des dernières étapes de toute façon pour les sprinters avant d'aller enchaîner vraiment des étapes très difficiles. Puisqu'on aura cette 18e étape et arrivée à Orsières-Merlette comme en 2020. 7 km 100 à 6,7%. Elle est pas non plus monstrueuse cette ascension d'Orsières-Merlette, mais en fin de tour et bien évidemment ça peut être, un genre d'étape assez explosif. On verra donc l'arrivée à Orsières-Merlette avant d'aller chercher 2 fois l'Alpe d'Huez. Un premier temps sur la 19e étape, départ de Gap et on aura le col d'Ornon, la descente vers le Bourdoisan et les 21 lacets de l'Alpe d'Huez. Ça va être, le spectacle, on l'espère, 13 km 800 à 8% pour l'Alpe d'Huez. Mais le vrai morceau, c'est pas ici, c'est clairement le lendemain. Avec cette étape entre le Bourdoisan et l'Alpe d'Huez, on aurait pu faire, seulement l'ascension de l'Alpe d'Huez puisqu'on partait au pied, mais non, ça sera la croix de fer pour commencer et c'est raidard atroce, les petites redescentes, 24 km d'ascension, l'enchaînement mythique Télégraphe Galibier et le col de Sarenne pour terminer. Terminer, pas forcément puisqu'on redescendra sur l'Alpe d'Huez et on reprendra les tout derniers lacets de l'Alpe. On va se régaler sur cette étape, 20e étape. Attention aux défaillances, attention aux coureurs qui vont vouloir attaquer loin et on pourrait penser que c'est terminé, mais il faudra pas sortir le champagne encore puisque la dernière étape, comme l'année dernière, avec la triple ascension de la butte Montmartre, ce kilomètre à 6,5% avec ses pavés.
attention à cette étape, on ne sait jamais si un Vingegaard est devant ou s'il y a très peu d'écart entre les premiers, on peut avoir des changements de place sur cette, dernière étape qui est assez impronosticable. On va passer maintenant aux différents favoris pour le classement général. Je vous explique un peu le barème. Vous allez voir des petits maillots autour des coureurs. Un maillot, c'est des candidats pour le top 10, donc je vais en mettre pas mal pour qu'on puisse se retrouver. 2 maillots, des candidats au top 5. 3 maillots, c'est les candidats au podium. 4 maillots, la victoire. Et 5 maillots, Pogacar qui a un classement spécial pour lui. Vous allez le voir. On commence avec le premier candidat top 10. Il s'appelle Kevin Vauquelin, 7ème l'année dernière. Une saison pas trop mal, mais un peu en dents de scie là aussi pour le cours de l'équipe Net Company. Peut-être pas à son meilleur niveau, Kevin Vauquelin, pas à son niveau de l'année dernière. Est-ce qu'il arrivera à accrocher un top 10? Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Il est quand même assez régulier, mais ça serait beau aussi de le voir, dans des échappées, comme il y a 2 ans, pourquoi pas tenter d'aller chercher une belle victoire d'étape. Le deuxième coureur, c'est un équipier, ça sera Mathias Kelmoz. Il fait une très belle saison, 6ème du Tour de Catalogne, 6ème du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, 2ème de l'Amstel Gold Race. Il n'a jamais joué le général véritablement sur le Tour, mais pourquoi pas, le voir jouer le rôle d'équipier et pourquoi pas tenter aussi d'intégrer ce top 10. Il y aura d'autres équipiers pour Juan Ayuso et on ne sait jamais, il peut vraiment rentrer dans ce top 10, le coureur, danois. Adam Yates, équipier de Tadej Pogacar, on l'a souvent vu, pas trop mal, hein, jouer les classements, sur le Tour de France. 3e en 2023 derrière Pogacar, 3e du Tour d'Oman et vainqueur du Haut Grand Camino cette année. Il devait faire le Giro, mais il a abandonné, rapidement à cause d'une chute. Donc là même en jouant le rôle d'équipier, on l'a déjà vu jouer les top 10. Il était encore top 10 d'ailleurs il y a 2 ans sur le Tour. Donc attention à Adam Yates, toujours surveiller l'expérimenté britannique pour aller chercher un éventuel top 10. Tom Pidcock, un autre Britannique. Alors, il va pas spécialement jouer le maillot jaune et le classement général. Il devrait jouer les victoires d'étape, pourquoi pas, et le maillot à poids. Mais on sait, en jouant le maillot à poids, l'un n'empêche pas l'autre et il pourrait se retrouver dans ce top 10. Voilà pourquoi je le mets dans les candidats au top 10. Troisième d'une Tour d'Andalousie, vainqueur de Milan-Turin. Et il y a quelques jours de la Andorra Morabank, donc sur les étapes de montagne. Attention à lui, on s'en rappelle, il avait remporté l'étape de l'Alpe d'Huez il y a quelques années. Est-ce qu'on pourra le voir à son meilleur niveau, peut-être en lice pour le maillot à poids et éventuellement pour ce top 10. Timena Huntsman, lui aussi, sort du Giro, quatrième du Giro, troisième du Tour des Alpes. L'année dernière, il avait terminé 12e et il avait remporté surtout deux très très belles victoires d'étape. On s'en rappelle à Super Bagnères et à La Plagne. Bah, lui, pareil que Tom Pidcock, je pense qu'il va jouer les étapes, peut-être le maillot à poids, mais c'est un coureur pareil en jouant ce genre de choses qui peut se retrouver top 10 en fin de troisième semaine. On le surveillera. Huntsman pour un éventuel top 10. Derek G, la même chose qu'Arensman, il sort du Giro, il a terminé 5e, coureur très régulier, 7e du UAE Tour aussi, 9e en 2024 du Tour de France. Il aura un rôle de lieutenant de luxe pour Juan Ayuso, mais pourquoi pas le voir lui aussi jouer une place dans le top 10. C'est pas un coureur impressionnant qui va attaquer, qui va changer de rythme, mais c'est vraiment un coureur assez complet et qui a surtout une bonne endurance, donc pourquoi pas lui aussi le voir accrocher un top 10, notre ami Derek G. West. Lenny Martinez, qui jouera le maillot à poids. Il a annoncé, je pense que c'est son objectif, il fait vraiment une superbe saison, 5e de Paris-Nice, 2e du Tour de Catalogne, 3e du Tour de Romandie. Il arrive à gagner vraiment de belles étapes, Lenny Martinez. Il avait joué un peu le maillot à poids l'année dernière, mais il n'était pas à 100%. Je pense que cette année, il peut être à 100%. Ça lui tient énormément à cœur de jouer ce maillot. Donc, j'espère en tout cas qu'il en aura les capacités et les qualités pour aller chercher peut-être des victoires d'étape et aussi le maillot à poids. Et comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, l'un n'empêche pas l'autre. On pourrait le voir remonter au top 10 avec quelques petites échappées. Brandon McNulty, équipier de luxe, lieutenant de luxe de Tadej Pogacar. Lui aussi, c'est un homme très solide, 6e du Tour de Suisse il y a quelques semaines. A déjà vu accrocher des top 10 sur des grands tours. Il est très solide, McNulty. Est-ce que quand il aura fini le job, il s'écartera?
mais si quand il s'écarte, il y a plus beaucoup de monde, ben, il peut, par ce biais, prendre des places et pourquoi pas se retrouver lui aussi dans le top 10. Il y a 2 ans, on avait vu 3 coureurs UAE dans les 10 premiers. Kerneuter Brooks, le jeune Belge qui sera sur sa première participation et qui fait franchement, je trouve, une plutôt bonne saison. 7e de l'Auvergne-Rhône-Alpes, 8e du Tour de Catalogne, dans une équipe Movistar qui essaye un peu de se réinventer. Et je pense que clairement, il a les capacités, pourquoi pas, d'aller créer un peu la surprise et d'aller chercher un top 10 sur ce Tour de France. On l'a un peu enterré rapidement, Brooks, qui a changé, qui est passé de Bora à Visma, maintenant à Movistar. Mais il n'a que 23 ans et je pense que il a repris un peu de poil de la bête cette saison et ça serait pas déconnant que de le retrouver dans les 10 premiers. Antonio Tiberillo, aussi, ça sera sa première participation pour l'Italien. Il a déjà prouvé qu'il pouvait faire des top 10, notamment sur le Giro. Deuxième du UAE Tour cette année. Il est solide, notre ami Antonio Tiberi. Il sera un peu libéré. Il sera le seul leader. On a vu Martinez qui jouera plutôt le maillot à poids quand même. Donc pourquoi pas lui aussi le retrouver dans le top 10, même s'il est un petit peu des fois en dents de scie au niveau de ses résultats. On peut le voir s'accrocher et craquer du jour au lendemain. C'est un candidat, je pense, potentiel pour ce top 10. Un autre candidat au top 10, c'est Matteo Jorgensen. Il n'est pas peut-être sur sa meilleure saison, mais deuxième de Tirreno, quatrième de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Il avait terminé huitième il y a 2 ans. Pourquoi pas là aussi le voir terminer dans ce classement général dans le top 10. Il va jouer l'équipier pour Jonas Vingegaard avec Piganzoli et que ce que j'ai pas mis dans ce classement. Je pense que eux joueront vraiment à fond leur rôle d'équipier. Et Jorgensen, lui, on sait, il est capable des fois d'aller prendre des échappées aussi pour tenter de jouer le relais pour Vingegaard. C'est pour ça qu'avec par ricochet, il pourrait éventuellement se retrouver dans le top 10 final. On passe maintenant au coureur avec deux étoiles, entre guillemets, c'est les candidats top 5. Carapaz, qui n'a pas forcément annoncé le jouer le général, sont en lice pour le maillot à poids, mais c'est quand même un sacré coureur Carapaz. Et je pense qu'il a l'air quand même en forme, ça commence à être un coureur hyper expérimenté, qui est déjà monté sur le podium de tous les grands tours, deuxième du Tour de Suisse cette saison, il y a quelques semaines. Il est assez costaud, il est une équipe pas trop mauvaise quand même pour l'équipe IF. Il joue un peu de malchance quand même cette saison, il faut l'avouer, mais Carapaz, on peut toujours compter sur lui. Et je le vois quand même aller chercher pourquoi pas une belle étape et aussi un top 10 final. Tobias Johansen, le sixième l'année dernière. Il monte en puissance, je le trouve très solide, Tobias Johansen. Quatrième de Tirreno, troisième du Pays Basque, cinquième de l'Auvergne-Rhône-Alpes cette année. Il doit vraiment rester focus, mais c'est encore vraiment assez intéressant et qui présente de plus en plus de qualité pour briller. Et ça sera peut-être, s'il y a des abandons ou éventuellement des coureurs un petit peu en dessous, ça sera, je pense, un très gros candidat pour une place dans le top 10, mais peut-être plus haut dans le top 5 si, il y a des déconvenus devant lui. Alors là, ça va faire un peu polémique. Je l'ai mis seulement avec 2 maillots. Candidat top 5, c'est Juan Ayuso, vainqueur du Tour d'Algarve, troisième de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Il n'a pas terminé le Tour en 2024, il avait abandonné. Et ben, je suis pas convaincu par Juan Ayuso, qui est un super coureur, qui aura une équipe vraiment très sympa à ses côtés, parce qu'il y a vraiment de très très bons équipiers à tous les niveaux. Mais Juan Ayuso, malheureusement, sa fiabilité, c'est pas ce qui est le mieux. On l'a souvent vu abandonner, souvent l'avoir vu défaillir sur certaines étapes. Donc, pas convaincu pour Ayuso. En tout cas, je le vois pas sur le podium et je le vois pas en candidat podium. Pourquoi pas candidat top 5. Attention, il faut aussi qu'il termine ce Tour de France, Juan Ayuso. Et maintenant, on a une flopée de favoris pour le podium. On commence avec Evenepoel. Pour moi, c'est le enfin, j'arrive pas à le jauger. Remco qui fait une super saison quand même. Cinquième de la Catalogne, troisième du Ronde, vainqueur de l'Amstel, troisième de Liège, troisième il y a 2 ans aussi. J'ai l'impression qu'il est quand même pas au niveau des autres coureurs devant lui, en tout cas, en haute montagne. Il n'y a qu'un seul chrono qui est peut-être pas assez pour lui. Un chrono tout plat peut-être aurait pu vraiment énormément l'avantager. Donc je sais pas, est-ce qu'il pourra prendre peut-être le maillot? Il peut prendre le maillot peut-être le premier jour. On verra un petit peu ce que ça donne pour Remco. Mais et il y a aussi le problème Lipovic qui est pour moi meilleur que lui en haute montagne.
Donc, à voir, comment on va gérer le cas Evenpool chez Bora. Je Il est candidat pour le podium, c'est sûr, mais pour moi, c'est le moins, probable en tout cas des coureurs que je place devant lui. Pour moi, Lipovic a une longueur d'avance, il est de plus en plus régulier, c'est vraiment pour moi le coureur un peu de l'ombre parce qu'il gagne pas souvent, même s'il a gagné le Tour de Slovénie récemment. Encore une saison, bah, où il est partout, hein, 3 de la Catalogne, deuxième du Romandie, deuxième du Pays basque, troisième l'année dernière du Tour de France. Il est de plus en plus solide, Lipovic, il montre vraiment de plus en plus de qualité un petit peu sur tous les domaines, très bien toutes les bosses et assez à l'aise, je trouve. Il y a pas vraiment de grosses difficultés et de gros points noirs. Donc pour moi, il est quand même un cran au-dessus d'Evenpool, on va dire de manière générale sur un grand tour. Sûr que voilà, après, sur, la puissance en chrono, Evenpool est au-dessus, peut-être meilleur puncher Evenpool, mais en haute montagne, avantage Lipovic. Il y aura quand même de grosses étapes de haute montagne et attention à lui, c'est peut-être le coureur qu'on cite le moins, Lipovic, mais je pense qu'il faut quand même bien s'en méfier. Paul Sexas, notre, Français national, première participation, énorme saison pour lui. La petite chute au Dauphiné qui est un petit peu le point noir et on ne sait pas comment il arrive. Est-ce qu'il sera remis, même si c'était pas non plus une énorme chute? Il a une belle équipe à ses côtés, il a bien travaillé, on l'a vu faire ses stages. Pour moi, c'est un gros candidat pour le podium. On va pas s'enflammer, dire qu'il peut gagner le tour. Donc voilà, on est des grosses surprises. Mais c'est un candidat plus que sérieux, je pense, pour le podium. Même si on va dire il n'a jamais fait un grand tour, c'est son premier grand tour, il a jamais joué le général sur un grand tour. À chaque fois qu'il y a eu des premières pour Paul Sexas, il a rarement déçu. Donc je vous avoue que pour moi, il est naturellement gros candidat pour le podium et pour le maillot blanc, où il faudra battre cette autre alien, Isaac Del Toro, qui fait une saison de folie, vainqueur de l'UAE, de Tirreno et du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Ça sera son premier tour de France, mais il a déjà fait le Giro l'année dernière, qu'il n'avait pas été loin de remporter, et perdu un petit peu tactiquement face à Richard Carapaz. Il sera équipier Del Toro de Pogacar, c'est peut-être ça qui peut le désavantager par rapport à Paul Sexas, mais on peut avoir une belle bagarre, je pense, entre ces deux coureurs pour le podium, et arbitré peut-être par Lipovic. Ce qui manquera peut-être à Lipovic face à ces deux-là, c'est d'avoir peut-être un petit peu plus le punch pour pouvoir les sortir. On pourra les déposer à la pédale peut-être pour Lipovic. Peut-être Del Toro se cramera un petit peu. Et je vois bien aussi Poggi, s'il est vraiment aérien comme l'année dernière, ou il y a 2 ans, surtout comme il y a 2 ans, peut-être essayer de jouer aussi la carte Del Toro. Donc je pense qu'on aura une très belle bagarre pour le podium. La deuxième place pour moi, elle semble quand même, pour Jonas Vingegaard qui sort du Giro, mais qui est encore sur une énorme saison et qui, je trouve, est quand même assez impressionnant et un peu sous-coté parce qu'on dit: «Il n'arrive pas à battre Poggi, il n'attaque pas Poggi», mais il est quand même au-dessus du lot de tout le monde. On l'a vu cette année sur le Giro, on l'a vu l'année dernière sur la Vuelta. C'est quand même le seul qui a battu, sur 2 grands tours Pogacar sur les dernières saisons, donc je pense qu'il a son mérite. J'espère qu'il sera en forme à 100. Le problème, c'est qu'il sort du Giro, donc il sera peut-être encore un peu émoussé, même s'il n'a pas été, à l'attaque tous les jours et à 2000. J'espère qu'il sera fort et qu'on aura un beau duel avec, pour moi, l'homme à abattre et à battre, Tadej Pogacar, l'Estradé, Sanremo, le Ronde, Liège, Romandie, Suisse cette année. Partout où il passe, il gagne, à part sur, Paris-Roubaix, mais c'est fort. 5e Tour de France en vue, le troisième consécutif après 24 et 25. À moins d'une grosse défaillance ou alors un Vingegaard XXL, je vois pas comment Pogacar est battable très honnêtement, mais je demande que ça, avoir du spectacle et le voir aussi un peu en difficulté, c'est pas pour être méchant, mais ça serait pas mal aussi de le voir un peu en difficulté, pas complètement à l'arrêt, mais d'avoir, voilà, une bagarre où les 2 se rendent coup pour coup, ça serait magistral. On va regarder maintenant la liste des sprinters en lice pour le maillot vert. Le premier, c'est peut-être un, voire le meilleur sprinter du monde à l'heure actuelle, Tim Merlier, avec l'équipe Soudal Quickstep là, qui s'est recentrée avec le départ d'Evenpool vraiment sur les victoires d'étape. On l'a vu sur le Giro avec Paul Magnier. On le verra sans doute avec Tim Merlier, 6 victoires cette année. 3 victoires pour lui sur le Tour de France. Il en avait accroché 2 l'année dernière et une en 2021. Forcément, ça sera un gros candidat pour les victoires finales, les victoires d'étape. Est-ce qu'il jouera le maillot vert?
On le verra, mais forcément quand on joue les victoires d'étape, on est candidat au maillot vert. Il faudra aller chercher des points tous les jours. Je sais pas si ça sera l'objectif numéro un de Tim Merlier. Un deuxième coureur qui a déjà visé le maillot vert et qui adore le Tour de France, 10 victoires hein, pour lui quand même sur le Tour Philipsen entre 2022 et 2025. Il avait porté le maillot jaune l'année dernière, même s'il a peut-être pas son meilleur niveau, il faut toujours compter sur Philipsen, surtout quand on sait qui c'est qui l'amène. Il est souvent déposé d'une main de maître par Mathieu Van Der Poel. Il sera logiquement candidat pour aller chercher de grosses victoires d'étape et pourquoi pas aussi ce maillot vert. Olaf Koy, ça sera son premier Tour de France. 3 victoires, mais il a repris très tard et il a déjà montré qu'il était vraiment au-dessus du lot. Il sera lancé par Kiesbol. Il aura quand même un très très bon poisson pilote. Les deux coureurs néerlandais. Et lui aussi, c'était l'objectif de son recrutement d'aller chercher le maillot vert et les étapes sur le Tour. Je pense qu'il pourra remplir son rôle à merveille. On verra s'il arrive à aller chercher sa première victoire sur le Tour de France. Déjà remporté des victoires sur le Giro, donc voir qui sait gagner au plus haut niveau, Olaf Koy. Mats Pedersen, pas de victoire cette année, mais il a déjà remporté les maillots par points sur le Tour d'Italie, sur le Tour d'Espagne. Forcément, c'est un coureur qui peut gagner en échappée, qui peut gagner en petit comité, qui peut faire des places aussi sur des sprints. Donc, il est logiquement candidat au maillot vert, un peu comme Peter Sagan à son époque où il n'est pas le plus costaud sur un vrai sprint. Ben, il peut aller chercher des points vraiment tous les jours et c'est ce qui peut lui permettre d'aller chercher éventuellement le maillot vert. Je pense que ça sera son gros objectif pour aller avoir la collection de tous les maillots verts sur, enfin de tous les maillots par points plutôt sur les grands tours. Binyam Girmay, on va le citer, maillot vert il y a 2 ans et 3 victoires il y a 2 ans sur le Tour. Il marche vraiment très bien cette année parce qu'il n'avait remporté aucune course l'année dernière. 3 victoires pour lui cette année dans une équipe en plus où il sera très bien lancé. Il aura Stewart notamment pour lui faire le train. Donc je pense que Girmay peut être candidat à des victoires d'étape. Il a déjà joué le maillot vert. On sait que c'est un maillot qui l'intéresse énormément. Donc pourquoi pas le voir jouer là aussi. Une nouvelle fois le maillot vert. Arnaud Delis, 2 victoires cette année, aucune victoire sur le Tour, peut-être une première, mais lui aussi, c'est un coureur régulier qui peut, pourquoi pas, aller chercher ce classement. Ma petite surprise, je le mets ici, Dorian Godon, 5 victoires cette année, et en World Tour, il a été vraiment très solide. Pas le meilleur sprinter, ça c'est sûr, mais sur des étapes en petit comité, pourquoi pas sur des échappées, sur des arrivées un petit peu punchy, sans de coureur, sans de pur sprinter, et pourquoi pas aussi prendre des points. Ça peut l'intéresser à Dorian Godon. Donc attention à pas le sous-estimer. Je pense que Dorian Godon peut être vraiment un bon candidat maillot vert. Au niveau du sprint, bah, on aura quand même un beau plateau. Il y aura Pavel Bittner, Max Kanter, Soren Warenskold, Milan Fretin, Pascal Ackermann, Hugo Page, Arvid De Klein, Phil Baos, Davide Ballerini ou encore Jack Stewart. On voit le palmarès depuis 2019. Chaque année, on a eu un maillot vert différent. Jonathan Milan l'année dernière. Est-ce qu'on aura un coureur qui sera capable de revenir chercher un nouveau maillot? On l'a dit, un Philipsen, un Girmay éventuellement, ou alors un nouveau coureur en vert à Paris. On le verra. On va passer au baroudeur maintenant, et il y en a une flopée que j'ai listée. Je pense qu'on devrait avoir des vainqueurs d'étape parmi tous ces mecs. En tout cas, on devrait les voir à l'avant. Mathieu Van Der Poel, Quinn Simmons l'américain, Mauro Schmidt qu'on avait vu à Toulouse avec Jonas Abrahamsen justement l'année dernière. Kasper Asgreen, Matej Moric aussi dans des échappées, attention à eux. Pablo Castrillo en montagne, on le surveillera. Il y aura Sergio Higuita et Harold Terrada, les deux Colombiens. Magnus Cort, lui aussi qui peut être vraiment hyper intéressant. Alex Aramburu, il y aura Marco Frigo, très gros baroudeur. Romain Grégoire et Alex Baudin, les deux Frenchies qui marchent très bien. Romain Grégoire, champion de France. Il y aura Michel Kwiatkowski, Clément Brazafonso, qui sera sans doute dans des échappées comme il a fait sur le Tour au Rhône-Alpes. Maxime Van Rils, qui fait une belle saison, il revient très bien, Maxime Van Rils. Mathias Vacek, lui aussi, je pense qu'on le verra dans des échappées. Il y aura Jörg Zimmermann, Luke Plape, Ben Illy qui était super combatif l'année dernière. Et ensuite quelques petits Français, Julien Lafilippe, Baptiste Verschtroffer, Anthony Turgis ou encore Warren Barguil. Je pense que parmi ces hommes-là, on devrait en voir quand même pas mal en échappé. Je pense que le super combatif pourrait se trouver aussi parmi cette liste de coureurs. Les favoris pour le maillot à points. Sur les dernières années, on a eu pas mal de vainqueurs, malheureusement,
qui ont remporté le maillot. C'est vrai qu'on a refait le barème pour le maillot vert en mettant plus de points sur les étapes, pour sprinter. Ça serait bien de revoir aussi peut-être le barème et d'aller attirer un peu plus de coureurs pour aller jouer ce classement. Mais il y en a pas mal qui l'ambitionnent. Lenny Martinez, Tom Pidcock, Timen Arensman, Richard Carapaz, Jordan Gega, Michael Storer, Ion Izagir, Ben O'Connor, Valentin Paré-Peintre, Ainer Rubio. J'aimerais beaucoup, en tout cas, qu'on ait une grosse bagarre comme à l'ancienne, vraiment pour ce maillot. C'est quand même un maillot mythique et ça serait beau d'avoir cette bagarre et d'avoir un coureur, voilà, à la Carapace 2024, à la Ciccone 2023, à la Alaphilippe 2018. Je dis pas Bardet 2019 parce qu'il n'avait pas non plus fait la meilleure campagne de maillot à poids. Pour moi, c'est pas le maillot à poids le plus représentatif des dernières années. Mais voilà, aussi un Warren Barguil 2017, c'était du pur régal de les voir dans les échappées, ces mecs-là. Mes petits pronostics maintenant, alors ça n'engage que moi bien évidemment, mais vous allez le voir, ils sont là. Pour le général, comme je l'ai annoncé, je vois Pogacar devant Jonas Vingegaard. Pour moi, Pogacar est au-dessus, mais Vingegaard est au-dessus du reste. Une belle bagarre entre Sexas et Del Toro. Je pense Sexas qui peut passer devant Del Toro, parce que Del Toro va peut-être avoir un peu plus de boulot à faire, et pourrait être un peu plus cramé. Lipovic que je vois cinquième, mais vraiment je vois les 3 vraiment dans un mouchoir de poche, les Sexas, Del Toro, Lipovic. Remco ensuite que je vois le meilleur des autres. Je le vois pas au niveau d'un Lipovic, d'un Sexas, d'un Del Toro en haute montagne. J'espère me tromper pour Remco. Juan Ayuso aussi que je vois en dessous. Tobias Johansen que je vois accrocher un nouveau top 10. Carapace grâce à ses échappées, pourquoi pas dans le top 10. Et Canoë Brooks pour moi, c'est ma petite surprise, mais je le vois dans le top 10 là aussi, le coureur belge qui peut être vraiment très solide. Au niveau maillot vert, je vois Jasper Philipsen, je vois Tim Merlier peut-être aller chercher plus d'étapes, mais Philipsen sur le Tour de France, c'est quand même une valeur sûre. Je pense qu'il peut vraiment aller chercher ce maillot vert qu'il adore. Lenny Martinez avec le maillot à poids, il en rêve de ce maillot. Lenny, il est plus solide que l'année dernière, donc je pense qu'il va jouer à fond ce maillot. En mettant Paul Sexas troisième, il est obligé d'avoir le maillot blanc. UAE, meilleure équipe, je pense que je me mouille pas spécialement. Et pour le super combatif, pourquoi pas un Queen Simons qui peut animer la course. Il y a pas mal d'étapes un peu taillées pour les baroudeurs. Donc voilà pourquoi je place Queen Simmons à ce niveau-là. N'hésitez pas vous aussi à me donner vos petits pronostics, ce que vous pensez des différents favoris, qui vous voyez gagner ce Tour de France, qui vous voyez performer, contre-performer, les étapes que vous attendez le plus. N'hésitez pas à me le faire savoir. On se dit rendez-vous samedi pour la première étape. Je vous dis donc à très bientôt les gars. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.